de la césarienne, j'ai eu deux images en tête. La première, c'était quand j'étais post-graduée, c'est-à-dire étudiante en gynécologie. Je faisais une garde et dans l'hôpital où je travaillais, c'était à Beaudour, dans le Borinage, il y avait la remise de garde. Donc la remise de garde, c'est les infirmières, les sages-femmes qui expliquent à la sage-femme de nuit ce qui se passe et quels sont les patients qui sont dans les salles. Donc on entre dans une salle, je me dis bon ben, je vais faire ça avec elle, donc ça je saurai un peu ce qui se passe. Et elle dit voilà, c'était une chambre de 3 personnes, et elle dit voilà, la première dame, c'est Madame Intel, elle a accouché il y a 3 jours, tout se passe très bien, le bébé va bien, etc., etc. La deuxième patiente, c'est la césarienne. La patiente se lève un petit peu quand elle peut, puisqu'elle a été césarisée, et elle dit mais non, je ne m'appelle pas césarienne. Donc, première lecture, je lui dis mais c'est pas rigolo, elle ne sait pas ce que c'est une césarienne, elle ne sait pas ce qu'elle a subi. Deuxième lecture, je me dis mais c'est quand même incroyable. La patiente qui a accouché naturellement, elle a un nom. La patiente qui a subi une césarienne, elle n'a pas de nom, elle est la césarienne. Elle est déjà quelqu'un à part. Donc ça résume déjà bien comment on considère les femmes qui ont subi une césarienne et comment elles se considèrent elles-mêmes. Alors, un peu d'histoire. La césarienne... non, je vais parler d'abord de la deuxième image. Et pour ça, je vais vous mettre à contribution. Donc, je vais vous proposer de fermer les yeux, de vous installer confortablement, de vous imaginer avec un bébé dans le ventre, ou en tant qu'accompagnant de cette femme qui a ce bébé dans le ventre, d'essayer de vous mettre, ça ne va pas être un exercice facile, mais essayez de vous mettre à la place de la mère, du bébé et du père. Donc, cette femme est en train d'accoucher. Elle est dans une pièce, inspirons-nous de Michel Audin, une pièce où il y a une bonne chaleur, une pièce où il y a du calme, où la lumière est tamisée, et où dans un coin, moi je vois des gens qui n'ont pas les yeux fermés ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Les yeux fermés. Ce sera beaucoup plus facile et beaucoup plus parlant. Donc, vous êtes dans cette pièce, en tant que l'un ou l'autre, le bébé, le papa, la maman, dans un coin de la pièce, chaude, où il y a une lumière tamisée, il y a une sage-femme qui lit, qui tricote et qui est dans un calme absolu. Donc ce sont toutes les conditions pour qu'un accouchement se déroule d'une manière bonne pour la femme, pour l'enfant et pour le père. Vous avez des contractions, ça fait mal, mais vous avez confiance. Ce sont de bonnes contractions qui vont permettre à votre bébé de naître. Tout d'un coup, il y a une autre sage-femme qui arrive, qui ouvre la porte et qui dit « Mais madame, vos contractions ne sont pas bonnes. Votre bébé est en train de souffrir. On va devoir faire une césarienne. » On allume toutes les lumières. On rase le pubis. On met une sourde urinaire et on vous met sur une civière pour vous amener dans la salle d'accouchement, de césarienne. Les lumières sont au maximum. L'anesthésiste va faire la péridurale, ou bien déjà faite, il rajoute une dose. On vous met sur une table froide, dure. Dans le meilleur des cas, on propose au papa de venir avec vous après la péridurale, parce qu'il pourrait avoir des problèmes en voyant l'épidurale et s'évanouir éventuellement. Et puis, on vous met un champ, on vous met des perfusions et
on procède à la césarienne. Le bébé sort, il pleure ou il ne pleure pas, il est tout de suite emmené dans une petite pièce à côté pour voir s'il va bien, et c'est seulement bien après, quand tout le monde est rassuré, que la maman peut voir son bébé et éventuellement le prendre dans ses bras. Vous pouvez rouvrir les yeux. C'est un peu pour vous expliquer l'ambiance dans laquelle se passe la césarienne. Alors, un peu d'histoire. La césarienne, ça ne vient pas de Jules César. Jules César, il n'est pas né par césarienne, mais probablement que le premier César est né par césarienne, et fort probablement que sa mère a succombé aux suites de couches. Donc pendant de longues années, la césarienne, ça a été vraiment la solution ultime pour sauver le bébé, parce que quasi à chaque fois, la mère trépassait les suites de la césarienne. Alors avec évidemment les progrès de la médecine, la trouvaille des antibiotiques et les progrès de l'anesthésie, les césariennes ont augmenté en nombre, si pas explosé. Alors il y a dans le monde une femme sur 5 qui accouche par césarienne, et donc un bébé sur 5 qui naît par césarienne. Parmi toutes ces césariennes, on pense qu'il n'y a que 10 à 15% de ces césariennes qui sont absolument nécessaires, et que le reste des césariennes, les indications sont discutables, si pas totalement inutiles. Alors pourquoi tant de césariennes? On peut se poser la question. Je pense que c'est multifactoriel. Probablement qu'il y a une question de facilité. Probablement aussi qu'il y a une question de croyance. De croyance que la médecine moderne, ça vaut mieux l'employer, c'est plus sûr, ça a de l'intérêt. Probablement aussi une certaine passivité des femmes due à des millénaires de soumission et de... Mais je pense surtout qu'il y a beaucoup de peur. Il y a de la peur de la part du staff médical, peur des conséquences d'un accouchement difficile, peur du médico-légal, puisqu'il y a de plus en plus de procès. Et je pense aussi que de la part des futures mères et des futurs pères, il y a aussi beaucoup de peur. Peur en partie probablement de l'animalité que comporte l'accouchement. Je crois qu'on vit aussi dans une culture très aseptisée, et que la douleur, la connexion avec son corps, avec les fluides corporels, peut faire peur. Peur de la douleur, peur des dégradations physiques, et probablement non exprimée, mais omniprésent, peur de la mort. Alors, ce que tous les intervenants peuvent constater, c'est qu'il y a un contraste extraordinaire entre les femmes, les couples qui demandent un accouchement par césarienne et les femmes qui ne veulent absolument pas ou qui ont terriblement peur de la césarienne. Alors je pense que c'est en partie très culturel et qu'il y a plusieurs facteurs qui interviennent, notamment... comme je disais, la peur d'avoir mal, la peur d'être transformé physiquement. Et donc, par exemple, en Italie, une copine de mon beau-fils, elle est enceinte pour le moment. Dès la première consultation prénatale, elle a demandé à avoir une césarienne. Et donc, il y a des pays où c'est vraiment très courant.
Par contre, dans nos pays, ça arrive ici, j'ai eu plusieurs patientes qui, dès la première consultation, m'ont aussi demandé une césarienne. Il y avait par exemple cette patiente asiatique philippine, je crois qu'elle était, qui, dès la première consultation aussi, avait demandé une césarienne. Et donc il n'y avait pas moyen de discuter avec elle. Elle voulait sa césarienne à tout prix. Elle l'a eu. Et puis, il y a aussi d'autres patientes qui demandent une césarienne, mais probablement pour des raisons beaucoup plus intimes. J'ai eu par exemple une patiente avec qui j'ai vécu une expérience assez extraordinaire. C'était une patiente qui aussi, dès les premières consultations, m'a demandé une césarienne. Et je lui ai dit, écoutez, on verra, on en discutera. Et au fur et à mesure des consultations, il s'est avéré que cette patiente avait subi un viol. Et qu'elle ne voulait pas que son bébé passe dans son vagin, dans cet endroit qui avait été sali et souillé. Et donc, je lui ai dit que je comprenais très bien, mais que je pensais que ça valait la peine d'essayer d'accoucher sous péridurale. Et à ce moment-là, elle ne sentirait pas ce passage, ou très peu, ce passage dans son vagin, mais qu'elle pourrait participer et qu'elle pourrait pousser son bébé et faire naître son bébé. En même temps, je dis, écoutez, si c'est trop difficile, dans le processus, à n'importe quel moment, vous pouvez me dire que vous ne le supportez pas ou que c'est trop dur pour vous, et on peut, à ce moment-là, tout de suite pratiquer la césarienne. Eh bien, après avoir réfléchi, elle a été tout à fait d'accord, et elle a accouché par le bas, et elle a été ravie de pouvoir surmonter cela. Elle a d'ailleurs accouché 2 autres fois de la même manière. Alors on peut aussi se dire que on peut avoir l'impression qu'une césarienne offre plus de sécurité pour la mère ou pour le bébé. Mais je pense que c'est assez illusoire. Disons que sur le plan physique et psychique, il peut y avoir quand même pas mal de conséquences. Alors les risques physiques, c'est des risques d'infection de 2 à 10%, des risques d'adhérence, c'est-à-dire des tissus qui se collent entre eux et qui deviennent moins souples, 20%. On remarque aussi qu'il y a un nombre diminué d'enfants dans la famille, à cause de la peur, à cause du choc que ça a provoqué, mais aussi à cause d'une conception par après plus difficile. On voit aussi qu'il y a une augmentation de risque de césarienne pour les grossesses ultérieures et une augmentation du risque que le placenta se positionne mal et qu'il faille absolument faire une césarienne par la suite. Alors pour l'enfant, on voit qu'il y a beaucoup de problèmes pulmonaires suite aux césariennes. On a aussi remarqué qu'il y avait des risques d'obésité et même un risque de diabète. Sur le plan psychique, on peut parler vraiment de stress post-traumatique. En effet, j'entends souvent les femmes dire qu'il y a une déchirure, une fracture après une césarienne. Le fait de ne pas avoir pu participer à la mise au monde de leur enfant, d'avoir été un peu malmenés, comme je vous ai expliqué au début, font qu'elles ont un sentiment d'échec. Et ce sentiment d'échec va intervenir dans la relation mère-bébé. Et j'entends aussi beaucoup de culpabilité de ne pas avoir été capable de culpabilité de, dès le début, ne pas être une bonne mère. Il y a beaucoup de pression de nos jours sur les mères, de faire les choses d'une certaine manière et de ne pas être dans le bonheur complet, ni pendant la grossesse, ni pendant l'accouchement.
ni pendant la césarienne évidemment, mais ça on les comprend. Hein. Alors, il y a deux sortes de césariennes évidemment. Il y a les césariennes qu'on pratique en urgence, et puis il y a les césariennes qu'on pratique en ayant déjà dit à l'avance que ce serait mieux pour le bébé de naître par césarienne. Alors, au niveau des conséquences psychiques, c'est à peu près la même chose. Par contre, le choc est beaucoup plus grand, évidemment, comme si ça se passe dans le petit exercice que je vous ai proposé de faire, où dans une situation de calme et de bien-être, tout d'un coup surgit le problème médical, et au stress de la césarienne s'ajoute évidemment toute l'angoisse et la peur pour le bébé. Mais il n'y a pas que les femmes qui stressent et qui sont traumatisées. Je pense par exemple à ce père qui avait assisté à la césarienne de sa compagne et qui pendant des années après ne pouvait parler de cette césarienne et de tout ce qui l'entourait qu'avec les larmes aux yeux, tellement il avait été impressionné et aussi tellement il avait eu peur pour la vie de son bébé et de sa compagne. À toutes ces émotions s'ajoute celle propre à la fragilité de la femme enceinte, qui est bouleversée par les changements physiques et psychiques. Beaucoup de questions se posent aussi. Est-ce que je vais arriver à accoucher? Est-ce que je vais arriver à être une bonne mère? Quel genre de mère je veux être? Pour le père, c'est la même chose. Tout ce type de questions se met en branle aussi pendant la grossesse. Les futurs parents aussi revisitent leur propre enfance. Et ça peut aussi être porteur d'émotions qui vont aider à l'adaptation avec le bébé. Ça peut aussi être porteur d'émotions très négatives et mettre en résonance des vieilles souffrances. Alors, quand je dis ça, je pense à une patiente qui était très très jeune. C'était une très jeune femme enceinte qui venait avec son compagnon, très jeune aussi, et qui, vers 6 mois de grossesse, a présenté des contractions prématurées et donc un danger d'accouchement prématuré. Et en parlant un peu avec elle, je me suis rendu compte que cette jeune femme, elle avait été adoptée. Et donc, elle a passé son enfance dans des halls ou dans des familles d'accueil. Et donc, elle n'avait en fait aucune représentation et aucun vécu de ce que c'est avoir une mère. Et donc, lorsqu'elle-même devenait mère, elle avait une angoisse terrible parce qu'elle n'avait aucun exemple et aucun vécu de ce que c'était. Et donc, du fait d'avoir pu exprimer ça et d'avoir pu se rendre compte combien sa propre expérience influençait sur le vécu de la grossesse, les contractions ont pu diminuer et elle a pu accoucher à terme. Et c'est en fait souvent comme ça. C'est souvent en posant des questions banales, comme on disait ce matin, en faisant parler les gens, sans être intrusif, mais comme ça, mine de rien, que beaucoup de choses adviennent. Et de créer un climat de confiance fait que les gens peuvent se livrer et se rendre compte en fait que l'expression de leurs problèmes vont résoudre leurs problèmes. Alors porter, contenir, met en résonance comment j'ai été portée, comment j'ai été contenue. Et les femmes qui ont subi une césarienne parlent souvent d'une mauvaise image d'elles-mêmes, d'une diminution de leur confiance en elles et de leur capacité à être mères. Elles déplorent souvent un manque de préparation et donc vivent
comme un réel choc, mais par rapport à l'image qu'elles ont d'elles-mêmes aussi, cette nécessité de l'intervention. Elles se sentent le plus souvent dépossédées de leur accouchement. Et je pense qu'il y a beaucoup de tristesse et de colère qui se passe à ce moment-là. Comment accompagner ces femmes, ces pères et ces bébés? Je vais commencer par le bébé, même si on en a déjà beaucoup parlé. Donc au moment de la naissance, l'inconscient du bébé enregistre les moments difficiles et les moments de bien-être. Il est accompagné aussi des émotions liées à celles de la mère. Les contractions font peur. Pourquoi quitter un nid bien douillet, bien chaud, pour un ailleurs inconnu, incertain? C'est un parcours difficile, mais dont il sortira plus fort d'avoir surmonté les peurs. En cas de césarienne, ce parcours ne peut pas se faire. Et parfois, cet enfant aura besoin d'un accompagnement plus spécifique. Et je pense, comme on a parlé de la psychomotricité, je pense à l'autonomie, je pense à la préparation affective à la naissance et à toute la manière dont on peut entourer, à l'ostéopathie. Donc on a quand même pas mal de ressources pour aider cet enfant. Mais il devra quand même aussi trouver en lui ses propres ressources. Et je pense que c'est important de lui faire confiance. Alors pour la mère, accoucher, c'est se séparer. Cette séparation peut entrer en résonance avec d'autres séparations qu'elle a vécues pendant sa vie, pendant son histoire. Et ces séparations sont en général plus ou moins empreintes de sensations d'abandon, de perte, de vide, qui sont restées inscrites, mais souvent hors de la conscience. Et au moment de l'accouchement, ou au moment de l'annonce de la césarienne, toutes ces sensations peuvent remonter à la surface et provoquer beaucoup d'angoisse. Provoquer aussi des problèmes somatiques. Provoquer aussi un arrêt de la dilatation pendant l'accouchement. Je pense notamment à cette patiente qui a eu un arrêt des contractions et un arrêt de dilatation. Et puis justement, j'étais là dans la salle d'accouchement et je suis assise à côté d'elle et je lui ai demandé un peu ce qui se passait pour elle. Et en fait, ce qui se passait, c'est que les contractions de l'accouchement ont fait remonter en elle un deuil non résolu de son frère qui était décédé il y a 10 ans. Et le fait d'avoir pu pleurer, parler de son frère, a fait qu'à un moment donné, le travail s'est remis en route normalement. Je pense aussi à cette femme, une autre femme qui avait été violée et qui, au moment de la descente de l'enfant, a revécu les sensations qu'elle avait eues lors de son viol et qui avait aussi arrêté la dilatation et la progression de l'accouchement. Et malheureusement, on a quand même dû mettre une perfusion, provoquer les contractions, extraire ce bébé avec une ventouse. Et je pense qu'elle a eu un très très mauvais vécu de son accouchement, alors que moi, je ne m'en suis absolument pas rendu compte. Et ce n'est qu'après, lors de la deuxième grossesse, qu'elle m'en a parlé de tout ce qu'elle avait vécu, et qu'elle avait vécu cet accouchement comme, avec une grande violence, et qu'elle voulait se préparer à vivre cette deuxième grossesse, ce deuxième accouchement, d'une manière différente. Et donc, elle m'a demandé de venir en psychothérapie chez moi pour parler de tout ça et pour préparer ça. Et on a fait un travail formidable. Mais, je lui ai dit, mais dans l'alliance psychothérapeutique, je ne peux pas être ta gynécologue. Donc elle a été chez une autre gynécologue et l'accouchement s'est super bien passé, paraît-il. Mais je n'étais pas là. Alors pour toutes ces raisons,
Je pense qu'il faut agir en amont de l'accouchement ou de la césarienne. Je pense qu'il est fondamental d'instaurer dès le début de la grossesse, lors du suivi médical ou le suivi d'autres intervenants, un climat de sécurité affective, où la parole, les questions peuvent advenir. Il s'agit aussi de créer une alliance entre les différents intervenants autour du couple enceint, autour de ce projet de bébé et de famille. Comment instaurer ce climat de confiance? Je pense que c'est très simple. Je pense qu'en offrant une écoute ouverte, bienveillante, sans jugement, en préparant physiquement et psychiquement les femmes, et les hommes d'ailleurs, en confortant la femme dans ses propres capacités, en l'incitant à trouver elle-même des solutions à ses inconforts physiques, à la rendre actrice de sa grossesse et de son corps, et en l'aidant aussi à interpréter les signes de son corps. Je pense à un couple de polytechniciens dont la femme était enceinte et qui sont venus dès la première consultation avec une attitude assez rigide, assez scientifique. Et je me suis dit, oulala, qu'est-ce que ça va être cet accouchement? Et donc, vers 6 mois de grossesse, elle présente aussi des contractions prématurées et elle me demande, et je lui dis, bon, il faut se reposer, il faut arrêter de travailler. Très mal vécu. Et donc, elle me demande, elle me téléphone 2 jours après et me dit, pourquoi j'ai ces contractions? Alors je lui dis, écoutez, il y a plusieurs possibilités. La possibilité officielle, c'est que vous avez un utérus contractile et que vous avez des contractions prématurées. On ne sait pas très bien pourquoi votre utérus est contractile, mais c'est comme ça. La deuxième possibilité, je lui dis, c'est que votre bébé a quelque chose à vous dire. Peut-être que vous avez été très occupé par votre travail, que vous n'avez pas beaucoup préparé sa venue ou non. Peut-être qu'il vous demande de lui faire un peu de place. Et justement, en arrêtant de travailler, vous avez l'occasion de faire tout ça. Alors, elle me dit comme ça, après un silence, j'aime bien votre deuxième possibilité. Alors je pense aussi que par rapport à la césarienne, on peut changer les pratiques en salle de césarienne et que ça a un côté très important. Alors, en gros, en général, depuis les 30, 40 dernières années, ça a beaucoup changé. On parle beaucoup des violences obstétricales, mais on ne s'imagine pas combien la violence était forte et omniprésente il y a 30-40 ans dans les salles d'accouchement et dans les salles de césarienne particulièrement. Vous avez vu, le bébé est tenu par les pieds. C'était une pratique toute courante quand j'étais post-graduée étudiante en gynécologie. Alors, bon, évidemment, Le Boyer, Michel Audin ont fait que ça a beaucoup évolué, mais je pense qu'il y a encore des choses à améliorer. Alors, par exemple, installer une bonne chaleur dans la salle de césarienne, diminuer la lumière, n'avoir que la lumière indispensable au travail des chirurgiens. Je pense aussi qu'il y ait une personne qui ne fasse que tenir la main de la femme enceinte peut déjà aussi la rassurer. Mais évidemment, dans des cas d'urgence, tout le monde est à son poste et on ne pense pas trop à rassurer la mère. Je pense aussi qu'on peut ne pas attacher les bras de la femme, ce qui se fait très fréquemment.
d'une part pour que les perfusions ne se bloquent pas, d'autre part pour que par des mouvements inopportuns, les femmes ne déstérilisent pas les champs opératoires. Néanmoins, je crois qu'une femme, c'est une adulte, qu'on peut lui expliquer ce qu'il faut faire et ne pas faire, et la laisser libre de ses mouvements, à minima évidemment. Je pense aussi que favoriser la... favoriser la relation précoce avec les parents va évidemment pouvoir améliorer les choses. Alors comment prévenir aussi les conséquences psychiques? Je pense que là, une des choses importantes à faire, c'est de reparler en postpartum avec les femmes, avec les pères, de ce qui s'est passé. Revisiter chaque étape, revisiter éventuellement les lieux où ça s'est passé, expliquer, réexpliquer. Parce que parfois, dans l'urgence, on ne comprend pas, on comprend mal. Et donc, je pense que ça, c'est une étape importante. Une chose importante aussi est la fiabilité de l'équipe, de pouvoir ne pas être seul en face de ces femmes, mais de pouvoir faire ça en équipe et de se soutenir les uns les autres, s'aider les uns les autres et parler ensemble de tout ce qui se passe. Nous occuper de nous-mêmes d'abord, en tant que professionnels de la santé, de nous nourrir, en favorisant le lien avec nous-mêmes, de favoriser le lien avec l'autre, de nous ressourcer et de pouvoir cultiver tous ces liens. Je dois dire que ces 6 derniers mois, en pensant à cette conférence, je n'ai fait que me nourrir. Des livres, des films, des émissions radio. Et je me suis dit, bon, je me nourris, et comme ça, je pourrais nourrir tous ces gens qui sont devant moi. Mais il y a aussi un autre philosophe, qui est un philosophe français, qui est Abdenour Bidar, qui, lui, nous propose de devenir des passeurs, des tisserands, des accoucheurs de monde, où l'être humain ne finit pas de naître. Quelle perspective, hein? Et quel espoir! Donc, un monde où il y aura plein de naissances et plein de renaissances. Je dois dire aussi que dans mon expérience, dans mon métier, pas seulement dans mon travail, j'ai eu cette possibilité de transmettre, d'être avec l'autre, dans le juste, dans l'harmonie, et que c'est une expérience quasi magique, et que c'est une expérience qui est parfois belle à en pleurer, et que j'espère que vous avez ou que vous aurez l'occasion de le vivre.